Bonjour, dans cette séquence, on va commencer le cours sur les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques pour les deuxièmes années du baccalauréat option SVT et option sciences physiques. Et on commence par le premier chapitre sur les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. On passe maintenant aux chaînes d'obduction et la chaîne qu'on va prendre comme exemple sont les chaînes de monts. On commence par les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes d'obduction. Les caractéristiques pétrographiques, c'est-à-dire les roches qui forment ces régions-là, ce sont des vastes affleurements d'un complexe ophiolitique de même composition que la croûte océanique, en position de chevauchement sur les roches sédimentaires de la croûte continentale. L'ophiolite est composé de péridotite, de gabbro, de basalte et de sédiments marins. Voilà. En passant de la profondeur vers la surface, c'est le complexe ophiolitique. La présence de ce complexe ophiolitique est un témoin de la fermeture d'un domaine océanique et la réputation d'une plaque océanique sur le continent, c'est l'obduction. Les caractéristiques structurales et tectoniques, c'est la présence de plis, de failles inverses, de nappes de charriage formées de sédiments marins. On appelle obduction le cas d'une lithosphère océanique qui, au lieu d'être subductée, vient chevaucher le continent. C'est le phénomène inverse de la subduction. Les chaînes d'obduction se sont formées selon les étapes suivantes. La première étape, c'est une subduction intra-océanique qui a eu lieu à la fin du Crétacé, par enfoncement de la croûte océanique de la plaque arabique sous la croûte océanique de la plaque eurasienne, engendrant la fermeture partielle de l'océan de Thétis, formant le golfe d'Oman actuellement, avec formation d'arcs volcaniques tout au long de la zone de subduction. La deuxième étape, c'est une subduction intra-océanique qui se poursuit jusqu'à arriver de la lithosphère continentale à la zone de subduction, avec accroissement des forces compressives. Cela aboutit au chevauchement de la lithosphère océanique. Voilà la lithosphère océanique qui va chevaucher la croûte continentale, formant l'ophiolite sur la lithosphère continentale sous forme de nappes de charriage formant les chaînes d'obduction. Notons bien que dans le cas d'une subduction intra-océanique, comme celle qu'on constate ici, la plaque océanique plonge sous une autre plaque océanique de même densité, donc elles ont bien sûr la même densité. Cela est dû à quoi? C'est dû à une faille inverse dans les fonds océaniques qui conduit au soulèvement d'une plaque et à l'abaissement d'une autre, et donc l'affaissement de la plaque inférieure sous la plaque supérieure. Pour les chaînes de collision, on prend l'exemple de l'Himalaya. Avec accroissement des forces compressives, la subduction aboutit à la fermeture de l'océan et la confrontation des deux domaines continentaux avec empilement des écailles lithosphériques à l'origine des chaînes de montagnes de type chaîne de collision qui se sont formées au niveau des marges actives dans des zones de convergence. Les chaînes de l'Himalaya se localisent entre la plaque eurasienne, celle-là, et la plaque indo-australienne, avec le plus haut sommet du monde qui est l'Everest de 8850 mètres. Les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de collision. Pour les caractéristiques pétrographiques, il y a présence de granitoïdes, ce sont des plutons granitiques, d'andésites et de prismes d'accrétion témoins d'une ancienne subduction. Donc on constate qu'il y a une subduction qui vient avant la collision. Présence d'ophiolites emprisonnées entre deux plaques continentales formant une suture ophiolitique. Donc c'est cette suture ophiolitique qui est très caractéristique des chaînes de collision. Dès qu'on trouve une suture ophiolitique au niveau d'une coupe géologique, on déduit qu'il y a donc eu collision, formant une suture ophiolitique témoin d'une ancienne obduction. Il y a des sédiments marins témoins de la fermeture d'un ancien océan. Présence de roches métamorphiques caractérisant un métamorphisme régional de haute température et haute pression. HTHP. Les caractéristiques tectoniques, ce sont la présence de plis, de failles inverses, de chevauchements et de charriage, témoins d'une forte compression lors de la collision, provoquant un épaississement de la croûte continentale, une augmentation de la profondeur du mot et une surréaction des reliefs. On résume ici les étapes de formation des chaînes de collision de l'Himalaya. Auparavant, la plaque indienne et la plaque eurasienne étaient éloignées, mais suite à la tectonique des plaques, l'Inde s'est détachée, donc voilà la position initiale de l'Inde. Elle s'est détachée du Gondwana et elle a migré vers le nord en direction de l'Asie.
il y avait auparavant un océan, c'est le Tétis. Donc il y a 100 millions d'années auparavant, il y a eu formation d'une dorsale médio-océanique engendrant une zone de subduction intra-océanique, la plaque du continent Indien et la plaque eurasienne. Cette subduction intra-océanique conduit à la formation de magma andésitique et de roches plutoniques. Il y a eu poursuite des forces tectoniques jusqu'à blocage de la subduction, entraînant une obduction d'un morceau de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale, formant le complexe ophiolitique se trouvant dans la suture entre les deux plaques. Les forces compressives se poursuivent, entraînant la fermeture du Tétis. Voilà, disparition complète de l'océan Tétis et collision entre les marges continentales avec confrontation Inde-Eurasie. Voilà, la plaque continentale de l'Inde va s'affronter avec la plaque continentale de la plaque eurasienne et il y a eu formation de ces chaînes de collision qui sont l'Himalaya. Cette collision elle est due à l'impossibilité d'enfoncement de la lithosphère continentale, bien sûr, de faible densité dans le manteau. Après arrêt de la subduction, la plaque continentale ne peut pas s'enfoncer dans le manteau et elle va entrer en collision avec la plaque continentale à laquelle elle est affrontée. On distingue deux types de chaînes de collision. Soit il y a des chaînes de collision précédées d'une subduction, c'est lorsqu'il y a absence de suture ophiolitique. Soit les chaînes de collision sont précédées d'une obduction. Dans ce cas-là, on va trouver le complexe ophiolitique jouant le rôle de suture entre les blocs lithosphériques en collision. On arrive maintenant à la troisième activité sur les déformations tectoniques accompagnant la formation des chaînes de montagne. Et on va résumer ici les principaux facteurs qui influencent la déformation des roches, à savoir la composition de la roche, ce qui va donner soit des roches qui sont de nature cassante ou bien de nature plutôt plastique, selon la nature minéralogique de la roche. Le temps aussi, c'est un facteur très important qui se mesure bien sûr en millions d'années en géologie, qui doit être bien sûr considéré lorsqu'on étudie la déformation des roches. La température et la pression dans laquelle se trouve la roche, qui vont affecter sa composition minéralogique et son réseau cristallin. Et aussi l'action des fluides, soit par action physique agissant sur la variation de la pression et par action chimique qui est liée au transfert de matière. Relation entre les types de déformation, la nature des contraintes tectoniques et les facteurs de déformation. Donc, lorsque la croûte terrestre est soumise à des contraintes, elle se déforme et cette déformation peut être permanente ou non. Permanente, c'est-à-dire soit elle va garder cette déformation, soit elle va retourner à l'état initial. On distingue ainsi trois types principaux de déformation. La déformation élastique, c'est cette première partie, c'est la première réponse d'un matériau à la contrainte. C'est une relation contrainte-déformation linéaire, c'est-à-dire l'augmentation de la déformation avec l'augmentation de la contrainte. Sauf que pendant cette déformation, si la contrainte est relâchée, le matériau peut reprendre sa forme et son volume initial. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est élastique. Pour la déformation plastique, à un certain moment, la relation contrainte-déformation devient non linéaire. Le matériau ainsi, il va atteindre sa limite d'élasticité. Si la contrainte dépasse cette limite, le matériau il est déformé de façon permanente. C'est une déformation plastique. Il n'y a pas de retour à l'état initial. Et avec l'augmentation de la contrainte, le matériau va atteindre un seuil qu'on appelle le point de rupture où il va se casser. Donc, lorsqu'on applique les concepts de contrainte-déformation aux matériaux de la croûte terrestre, en plus de la composition des roches, trois paramètres importants doivent être pris en considération. La température, la pression et le temps. La température et la pression augmentent avec la profondeur dans la croûte terrestre et modifient le comportement des matériaux. On passe maintenant aux différents types de déformations tectoniques et on commence par les déformations souples, continues ou ductiles. Ce sont les plis. Ici, on a un schéma du pli qui va déterminer les éléments du pli. Cette figure donne les différents types de plis selon la position du plan axial. Si le plan axial est vertical, c'est le cas des plis droits. S'il est oblique formant un angle inférieur ou égal à 45 degrés, c'est le pli déjeté. Si ce plan est oblique formant un angle supérieur à 45 degrés, dans ce cas-là, on parle de pli déversé. Et lorsque le plan axial devient presque horizontal, on parle de pli couché.
Pour les déformations cassantes discontinues, qui sont les failles, ce sont premièrement des déformations cassantes qui vont fracturer les roches. Elles sont discontinues, qui vont toucher ou bien qui vont affecter les couches géologiques, qui s'accompagnent d'un déplacement relatif des deux compartiments ainsi créés. Cette figure montre les différents éléments d'une faille. Le premier élément, c'est le mur et le toit. Le toit, c'est quoi? C'est le compartiment qui est situé au-dessus du plan de faille. Voilà le plan de faille. Celui-là, c'est le toit. C'est le compartiment qui est affaissé ici sur la figure. Alors que le mur, c'est ce qui est situé en dessous du plan de la faille. C'est le compartiment soulevé au niveau de cette figure. Le plan de la faille, c'est la surface le long de laquelle les deux compartiments ont glissé, soit à l'oblique, soit à la verticale. Et on peut décrire le plan de faille en mesurant son inclinaison ou son angle de pendage par rapport à la verticale. Voilà, c'est l'angle qui est formé avec cette ligne verticale. Le miroir de la faille, c'est la surface polie par le glissement des deux compartiments. Le rejet de la faille, c'est la valeur du déplacement qui s'est produit entre les deux compartiments séparés. Grand R, c'est le rejet vertical, c'est-à-dire la différence d'altitude entre les deux compartiments. Et petit r, c'est le rejet horizontal qui mesure l'éloignement des compartiments l'un contre l'autre. On peut classifier les failles en fonction de la nature des forces et du rejet de la faille. C'est ce qui est schématisé sur la figure 4. Premièrement, la faille normale. C'est une faille le long de laquelle le toit de la faille se déplace vers le bas. C'est le compartiment B. Par rapport au mur, c'est le compartiment A qui va se soulever. Les failles normales se forment lorsque deux blocs de roche s'éloignent l'un de l'autre en raison d'une distension. Donc, il y a extension et non pas compression. La faille inverse, c'est une faille le long de laquelle le toit, c'est le toit maintenant qui va se déplacer vers le haut. C'est le compartiment B. Par rapport au mur, A qui va se déplacer vers le bas. Les failles inverses se forment maintenant par des forces compressives lorsque deux blocs de roche sont poussés l'un vers l'autre en raison d'une compression. Pour la faille verticale maintenant, on constate que la faille elle a un plan vertical. Et les deux blocs rocheux vont se déplacer l'un vers le haut et l'autre vers le bas. Alors que pour la faille transformante, on a deux types. C'est une faille le long de laquelle le déplacement relatif des compartiments s'effectue maintenant de façon horizontale et non pas de façon verticale, le long du plan de la faille. Et on distingue le décrochement dextre, ce qui se fait selon le sens des aiguilles d'une montre, et le décrochement senestre qui se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici, le compartiment B se déplace vers la droite, et ici, il va se déplacer vers la gauche. Les failles composées maintenant qu'on a sur la figure 5, c'est la combinaison de plusieurs failles. Si ces failles sont inverses, cela entraîne un soulèvement appelé le horst. Mais si les failles sont normales, cela entraîne un fossé d'effondrement appelé le graben. Les déformations intermédiaires. Les contraintes compressives auxquelles la croûte terrestre a été exposée dans les zones de subduction et de collision ont compliqué les déformations tectoniques, se transformant en déformations intermédiaires, telles que les plis failles, des chevauchements et aussi des nappes de charriage. Les plis failles, c'est quoi? C'est un pli déversé ou couché dont le flanc inverse a été laminé par une faille inverse. Alors que le chevauchement, c'est un mouvement tectonique où une série de terrains en recouvre une autre par le biais d'un contact anormal de type faille inverse. Mais le chevauchement, il va se passer sur une portée limitée de quelques kilomètres seulement. Lorsque cet avancement va augmenter, c'est là où on va se retrouver avec les nappes de charriage. C'est un ensemble de couches géologiques de grande dimension
qui, lors d'une orogénèse, se sont décollés du socle et se sont déplacés sur de grandes distances, plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres. Dans ce cas, on distingue l'unité chevauchée. Voilà l'unité chevauchée qui est restée en place. On l'appelle autochtone. Et l'unité charriée qui s'est déplacée sur la précédente, qu'on appelle l'alloctone. L'érosion de l'unité chevauchante de l'alloctone va laisser des traces au niveau de certaines régions qu'on appelle le clip. Et aussi, son érosion peut aussi présenter des fenêtres qui laissent apparaître l'unité chevauchée à cause de l'érosion. Ces structures commencent souvent comme des failles, mais sous l'effet de la persistance des contraintes compressives, elles deviennent des chevauchements, puis elles s'éloignent de leur endroit initial et deviennent des nappes de charrière.